Donc, bonjour tout le monde pour ces Zooms que je fais avec d'autres professionnels, avec une grande joie. Et là, je suis avec Laurine Dard, qui aujourd'hui fait aussi nounou pour un chien, un setter irlandais que vous allez peut-être apercevoir de temps en temps, qui visiblement a envie de participer et qui met l'ambiance. Et bonjour aussi aux participants qui nous reçoivent en direct. Nous avons coupé le son pour que l'on puisse bien être rien qu'avec Laurine, mais nous prenons vos questions d'en discuter. Donc, surtout, n'hésitez pas, on va vraiment avoir des moments d'échange aussi avec vous. Et bien sûr, vous aurez aussi le Zoom en podcast après. Donc, dans un premier temps, moi, je t'ai invité, Laurine, parce que voilà, toi et des amis ou des collègues à toi, je ne sais pas comment je peux dire, c'est peut-être toi qui vas qualifier, mais en tout cas, je t'ai invité parce que j'ai l'habitude de travailler avec vous à plusieurs niveaux et je suis touchée de l'attention que tu as pour les animaux et que votre association a pour les animaux. Et c'est toujours un grand bonheur que de participer à vos activités. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la convivialité de votre asso. Donc, mais dans un premier temps, peut-être je te laisse te présenter. Et puis moi, je voulais aussi faire un live avec toi sur les promenades et les besoins des chiens parce que tu es assistante vétérinaire. Et de la même façon que Sarah était aide-soignante, moi, je trouve que vos qualifications professionnelles à côté apporte tellement que c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec vous. Donc, je te laisse te présenter, Laurine. Bonsoir à tous. Alors, du coup, moi, c'est Laurine. On a créé le groupe Balade Canine en 2019. Alors, de base, c'était avec Marion et une autre personne qui ensuite nous a quittés par la suite. Et le but de base, c'était de proposer des balades en groupe. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que nos chiens avaient certaines demandes que d'autres n'avaient pas, des problématiques que d'autres n'avaient pas. Et du coup, on s'est retrouvé un peu face à un mur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où justement, on s'est un peu creusé les méninges, on a fait des recherches, on s'est un petit peu cultivé sur le comportement du chien, son fonctionnement, et on continue encore parce que c'est loin d'être terminé. Et en fait, du coup, on a commencé à créer des groupes un petit peu plus différents. Donc, on réduisait parce qu'au début, c'est vrai qu'on était parti sur des gros groupes. On a commencé à faire des plus petits groupes, à faire des groupes plutôt en fonction des besoins du chien plutôt que du maître. Donc, si un chien avait besoin de tel ou tel tempérament en face ou de tel nombre de chiens, voilà, c'est vraiment, on a fait en fonction du besoin du chien qu'on avait en face. Et ensuite, on a commencé à créer des affinités. Donc, on a ensuite créé en tout début 2022 donc, l'association, donc avec toujours Marion qui est là depuis le début, et Clémence et Océane et ma mère, donc pour créer le bureau. Et du coup, ça a donné l'association, et du coup, ça nous a permis de proposer d'autres activités un petit peu plus ludiques qu'on ne voyait pas trop dans le coin au début. Oui, comme quoi, par exemple, comme activité ludique? Alors, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'activité du moment, c'est le trébal. Donc, c'est un sport, hein, c'est un sport canin, donc forcément, c'est pas, comment dire, c'est pas donné à tous les chiens, notamment les chiens en difficulté ou les chiens blessés, parce que ça reste du sport. C'est un sport qu'on voyait pas trop dans le coin pour le moment, et du coup, qu'on commence à lancer à titre d'initiation, je parle. Et du coup, ça en amuse plus d'un, surtout les borders, forcément. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire un peu de tout. On fait du man trailing aussi. Donc ça, c'est beaucoup de recherche. Beaucoup de recherche. On fait les hunting games, pareil, des jeux d'odeur. On essaye de faire de la rando, un petit peu d'initiation à la course, un petit peu d'initiation au vélo. Vraiment, on essaye de toucher à tout pour que tout le monde y trouve son compte. Oui. Et donc, vous êtes situé où? Alors, de base,
on se disait la Côte d'Opale. Alors, c'est super la Côte d'Opale, mais c'est très grand. Principalement, on est quand même sur Écault, Condette, Boulogne. Ça reste vraiment le coin où on est le plus souvent là, disponible. Sinon, après, il y a des gens même à Berck, à Dunkerque pour aller balader. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour les activités, on est plutôt dans ce coin-là. Oui, oui. Et voilà, moi, je voulais te recevoir pour tout ça et j'ai pu voir aussi, comment je dirais, l'activité du bureau de l'association avec vraiment le fait que ça soit le bureau de l'association qui prenne des décisions et que s'il y a vraiment du coup quelque chose de collégial et la volonté de faire participer. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai voulu te recevoir parce que je trouve que quand il y a une association qui tourne bien dans la convivialité, dans quelque chose d'une direction collégiale, eh bien, ça vaut le coup de le dire, de le pointer, puis aussi de pouvoir vous dire merci pour les animations. Tu vois, là, il y en a une bientôt à Décathlon Boulogne. Et puis, moi, je me souviens du bus l'année dernière, voilà, qui était super bien organisé aussi. Et c'est tout ce bonheur-là aussi pour nous comme professionnels hein, quand on vient. Hein. Alors, je voulais aussi voilà, te recevoir parce que moi, communication animale et shiatsu à côté, j'ai des chiens qui me parlent des promenades. Et voilà, pas seulement que des tiennes, mais de leurs besoins de promenade et qu'est-ce qui se passe en promenade. Et puis, qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui se passe de pas bien, qu'est-ce qu'il y a de difficile, comment on adapte les besoins par rapport aux petits chiens, par rapport aux grands chiens, l'éthologie et puis toujours ton point de vue d'ASV, tu vois, aussi à côté. Donc là, comment dans ce Zoom, on peut être aussi pédagogique. Hein. Donc, c'est quoi le besoin des chiens? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de promener? C'est quoi ce besoin-là? C'est lié à quoi? Je dirais qu'ils ont besoin. Comment décrire ça? Ah, après, c'est naturel. Ils ont besoin de voir. Enfin, alors, après, je m'entends. C'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions ou à certains niveaux, mais je trouve qu'ils ont quand même besoin d'activité, de voir des choses, mais ils ont aussi besoin d'apprendre à être calme. Alors, Aline Locke, qui est dans le live, elle va être contente de m'entendre dire ça parce que j'ai pas toujours été comme ça. Je fais toujours 14 000 trucs à la fois et j'oublie de me poser. Mais ils ont besoin autant d'apprendre à être calme que d'apprendre à ou de se dépenser, de voir des copains, de jouer, mais à un certain niveau, toujours pareil. Oui. Donc, Et après, donc, il y a, c'est à nous de leur apporter. oui. Donc, il y a cette sociabilité aussi. C'est quoi l'avantage des promenades de groupe, tu vois? Parce que c'est vrai que à une certaine période, c'était quand même plutôt rare. On avait des gens qui promenaient avec leurs chiens, mais ce n'est pas pour ça qui se retrouvaient en groupe. On avait plutôt les gens qui se retrouvaient en groupe parce que, par exemple, ben voilà, ils partent à la chasse, donc ils étaient avec leurs chiens de chasse, ou bien on avait des lévriers, ou bien on avait des archaïques parce que c'est un monde particulier. Mais en fait, toutes les autres personnes, elles baladaient tranquillement, chacun dans son coin avec son chien, et on rencontrait quelqu'un d'autre quelquefois avec son chien, et on se disait bonjour au coin de la rue. Voilà. Mais c'était un petit peu limité. Moi, j'ai connu cette période-là dans les années 80, 90, 2000, où il n'y avait pas comme ça ce travail sur la sociabilité du chien avec des promenades mieux organisées et qui permettaient cette convivialité autant pour le chien que pour les maîtres d'ailleurs. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça apporte de différent? Alors là, je vais parler pour moi et pour mon chien, surtout de ce que j'ai vu. Oui, Déjà pour moi, je trouve ça super motivant parce que même quand il pleut, ben, on est parti pendant 2 heures avec les copains et on est content. Et ça permet d'échanger aussi, de se rassurer quand ça va pas, parce que c'est vrai qu'il y a toujours du monde avec nous. Et voilà, quand ça va pas, ben, il y a quelqu'un pour remonter le moral. C'est vraiment esprit, c'est famille, c'est deuxième famille. Et pour mon chien, ben, j'ai vu la différence, c'est que justement, ça lui a permis elle qui était très très peureuse, qui manquait beaucoup de social quand elle était petite, et ben, ça lui a permis de se découvrir, de se développer. Alors, toujours à un certain niveau, mais ça lui a permis de prendre confiance en elle aussi à un certain niveau. Et ben, elle a des copains. Enfin, je la sens bien quand elle est avec certains chiens.
Bon, après, j'ai appris qu'il y a certains chiens qu'elle aime moins, et donc après, c'est à nous de jauger, mais elle est mieux, elle adore les balades de groupe, et je la sens mieux les jours où elle a baladé avec un groupe qu'elle aime bien. Je la sens mieux Ouais. dans ses pattes. Oui, donc elle s'est défoulée, elle est plus sereine, euh, plus calme quand elle est à la maison. Enfin, c'est quoi quand tu vois ces changements-là? Comment tu peux dire, tiens, mon chien, il a passé un bon moment, il a bien profité de sa promenade. Tu le ressens comment? Parce que je trouve que toutes ces petites choses, tu vois, c'est important. Bien sûr que chaque chien va donner quand même des signes un petit peu différents. Ils s'expriment tous de façon un petit peu différente. Mais en attendant, c'est comment on les observe davantage pour voir quand ils sont contents, tu vois? Alors, Alaska, c'est un peu spécial parce que c'est une chienne qui est très anxieuse de base. Et je le vois sur l'instant T. En fait, je le vois comment elle vit la balade. Une fois qu'elle est détendue, qu'elle est bien, qu'elle ne va pas décharger sa frustration ou son énervement sur soit le sable ou un bâton ou même un autre chien en jouant trop fort. Ben, je sais que là, c'est une bonne balade parce qu'elle la vit bien et qu'elle est détendue. Et on rentre à la maison, ben, elle est détendue, elle va se coucher, elle va se reposer. Voilà, elle est calme, elle est posée. Là, je sais que bah, c'était une bonne balade pour elle. Elle a bien aimé, elle s'est éclatée. Et puis après, voilà, c'est que du plus. C'est dans ces moments-là où je vois que c'est bénéfique, ça c'est clair. Oui, oui. Et moi, j'avais une autre question, c'est ton regard d'assistante vétérinaire, comme ça, quand tu promènes avec les personnes et avec leurs chiens, comment ils s'appliquent? Tu déconnectes complètement ou tu vas quand même garder un petit quelque chose? Parce que moi, je t'envoie quand même des clients avec des loulous qui ont des pathologies, justement, parce que je sais que si tu es dans la promenade, il y a ce regard-là. Tu vois, là, comme là, tout à l'heure, je t'ai quand même envoyé un loulou cardiaque, quoi, hein, avec une bonne pathologie cardiaque. À la limite, là, on se pose la question de la grave opération qui, de toute façon, va lui prolonger les jours, mais ne résoudra pas le problème. Donc, c'est pour te montrer l'ampleur de l'opération à venir, hein, qui est une opération à risque. Bon, ben voilà, moi, je t'envoie des loulous comme ça parce que je sais que là, tu vas porter aussi ton regard et ton attention d'une façon particulière, tu vois? Alors, quand il y a des problèmes comme ça, je préfère être au courant de la personne avant pour justement faire attention. Bien Parce que sûr. quand je pars en balade, vraiment, et que je sais que voilà, c'est un groupe, on y va cool. Donc, bon, forcément, on jette un œil un peu à tout le monde. On surveille un petit peu les comportements. Si je vois des signaux qui ne sont pas respectés ou autres, ben, là, j'interviens. Mais je ne suis pas là à me mettre non plus une pression de dingue. Attention, attention, faut faire attention à tout. Contrôle, contrôle. Non, non, c'est vraiment à la cool. On y va détendu et ça se passe toujours bien. C'est comme ça. Après, si vraiment il y a un souci comme ça, un chien qui est cardiaque, bah, du coup, je ne l'ai jamais vu, ce chien, ou bien je ne sais pas. Non, je te l'ai envoyé là tout à l'heure. Mais ouais, je ne l'ai pas encore vu. Après, ce sera certainement, s'il veut balader, ce sera peut-être avec un ou deux chiens très calmes. Ce sera adapté vraiment, parce que je ne mettrai pas en groupe avec plein d'autres chiens et que ça court dans tous les sens. Vraiment une balade calme, posée, tranquille. Mais c'est Oui, vrai que bah après, quand il y a une blessure, j'ai toujours ma petite trousse de secours sous la main. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans le sens communication entre chiens où je vais plutôt faire attention. Après, si par exemple, il y avait Ozzy qui s'était fait opérer il y a quelques temps, bah, on a fait alors pas des balades, mais plutôt des petites marches en suivant sa fiche de rééducation. Voilà. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, quand il avait l'autorisation de remarcher un petit peu en laisse, bah voilà, on a adapté. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses pour que bah, le chien vive mieux sa convalescence. Et parce que ça a mis du temps, hein. Ça a mis plus d'un an, je crois, pour lui, parce que c'était pas évident tout le temps. Et donc, c'est vrai que bah, on a fait des petites choses, des petites activités un petit peu plus adaptées. Donc, c'est un petit peu à la carte, en fait. oui, oui. Donc,
Là, par exemple, est-ce que c'est est-ce que c'est important, tu vois, quand ils sont chiots, de les promener? Comment ça se passe? Est-ce que tu organises des promenades pour chiots? Est-ce que c'est aussi organisé par taille? Parce que c'est pas seulement un problème d'âge, c'est aussi un problème de taille, hein. Un dog allemand de 6 mois avec un chihuahua de 6 mois, ça peut être quelquefois un peu compliqué. Donc, est-ce que vous organisez des petites choses comme ça? Et puis, quels sont les besoins? Parce que je pense que là, les gens qui nous écoutent, quelquefois, ils ne savent pas s'il faut pousser le chien, s'il ne faut pas le pousser. Je pense qu'on ne le dira jamais assez quand même qu'ils grandissent tellement, tellement vite et donc avec des fragilités cartilagineuses. Et voilà, on doit vraiment faire attention à la locomotion des chiots, quoi. Hein, pas le Alors, temps de- au niveau des shows, oui, on fait des petites sorties, des petites activités. Mais alors, bon, là, je vais parler de moi. Salto qui s'énerve derrière. Je vais parler de moi, c'est vraiment, on n'a pas envie de faire, bah, même avec toutes les filles du bureau, on n'a pas envie de faire du style les récré chiots comme on voit un petit peu dans le coin, c'est-à-dire que dans un parc, on va lâcher tous les chiots. Et on a vu que ça, c'était pas du tout bénéfique pour eux parce que même si ça paraissait rigolo, super drôle, et tous les chiots jouent ensemble, en fait, du coup, on a remarqué que ça développait des chiots harceleurs et des chiots harcelés. Et du coup, c'est vrai qu'après, ils étaient un petit peu plus en difficulté. Donc, il y en a qui prenaient vite le dessus et ça devenait n'importe quoi, l'anarchie. Et des chiots vraiment recroquevillés et après, qui avaient peur de pas mal de choses. Et du coup, c'était plus compliqué pour eux de côtoyer des chiens. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt commencé à proposer des activités où il y a des chiots, où ils peuvent se rencontrer, etc., dans le calme et où ils peuvent jouer, mais à un certain niveau, où voilà, il n'y a pas de dégringolade d'énergie et compagnie, et où ils peuvent justement faire des petites activités ludiques, comme voilà, découvrir des sensations, des textures de sol différentes, voilà, où ils vont pouvoir prendre conscience un petit peu de leur corps, de comment ils fonctionnent, etc. Vraiment des choses qui, du moins on essaye, de les rendre un petit peu plus matures au fur et à mesure du temps dans leur comportement, dans leur manière d'agir, etc. Et qui cohabitent mieux avec les autres chiens. Donc c'est vrai que des fois, on peut même faire intervenir un chien adulte qui est super bien, super posé, pas un chien comme on voit souvent qui va recadrer les autres chiens. Ça, non, c'est pas notre état d'esprit non plus. On essaye de faire au mieux et que les chiens le vivent le mieux possible. Et après, on fait aussi des sorties entre chiots. Bon, souvent, c'est bien énergique parce qu'ils sont très contents, mais du coup, on fait attention justement à ce qu'il n'y ait pas le même problème avec les récrés du chiot, où il y a des chiots qui harcèlent d'autres chiots. On essaye que ça se passe bien comme avec nos adultes. Si on peut mettre un ou deux adultes dedans. Après, j'ai jamais eu de chiot dog allemand, donc je pourrais pas répondre à la problématique de taille aussi différente. Mais c'est vrai que je ne mettrais pas non plus un chiot dog allemand avec le petit Jumbo qui fait 900 grammes, le chihuahua. Je ne les mettrais peut-être pas à deux, mais après, tout est une question de poids, de taille, ça c'est sûr. Mais bon, faut faire un petit peu en fonction des gabarits qu'on a. Oui, oui. Et donc, les activités pour chiots comme ça, tu les fais durer combien de temps? Parce que c'est vrai qu'ils ont une attention limitée, tu vois. Donc, Euh, Alors, de base, sur l'événement, c'est noté 1 heure. Mais en général, on ne fait pas 1 heure parce que c'est trop long. On fait oui, quelques minutes de parcours chacun. Souvent, ils font des pauses, ils vont jouer de leur côté, et puis ils reviennent essayer, puis ils refont une petite pause. Voilà, c'est vraiment par petites fractions. C'est pas 1 heure où ils ne s'arrêtent pas. Non, non, c'est vraiment des petites doses à chaque fois. Et une fois que, par exemple, un petit parcours de proprioception, une fois il est bien fait, bah, c'est tout, on s'arrête là-dessus, on fait des petits jeux et puis ensuite ils repartent de leur côté, faire leur petit tour. On essaye que ce soit pas non plus, on essaye de pas mettre les chiens en échec, que ce oui. soit pas.
que ce soit pas quelque chose de compliqué, d'ennuyant ou autre. Oui. Il y a ton loulou là qui chouine Oui, un je peu. crois qu'il veut Tu peux sortir. regarder ce qu'il a. Oui, bah, n'hésite pas, va lui ouvrir. Voilà. Il a aboyé, il chouine un peu là, le loulou. Du coup, je vais regarder les participants. Donc, on vous admet. Hop, voilà. Voilà, jonction en cours. Voilà. Tu es revenu? Ouais. Voilà. Hop. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je ne te vois plus là, Laurine. Tu suis là. Ah bah si, voilà, tu es là. Voilà. Donc, regardez aussi vos questions. Euh, Après, si tu as des questions sur la communication animale et sur la façon dont ils parlent des promenades, bah, écoute, n'hésite pas parce que c'est le but aussi de ce live, tu vois, que de faire, que d'essayer d'approfondir, de pas seulement être sur la base de la communication animale parce que ça, allez, maintenant, tout le monde, j'ai pas envie de dire tout le monde connaît, mais allez, c'est quand même bien démocratisé et c'est surtout aussi pouvoir mettre les limites, tu vois, de la communication animale, parce que quand c'est médical, voilà, c'est le vétérinaire qui est le pilier du soin, et en même temps, éducateur, bah, c'est éducateur, quoi. Donc, c'est, tu vois, remettre la communication animale à sa juste place, mais c'est vrai que quand on écoute les animaux sur leur promenade, c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Ah ouais, je veux bien savoir. Je veux bien savoir ce qui a pu être dit lors des balades ou autre. Moi, je suis curieuse. Voilà, bah, si tu veux, c'est pas seulement tes balades, tu vois, c'est Ah pas... non, les balades. Voilà, voilà. Euh, Bah, tu vois, par exemple, ce qui est dit des chiens qui sont des chiens de berger, mais qui sont plutôt gardes rapprochés, bah, si tu veux, quand par exemple ils sont mélangés avec des chiens de chasse, à un moment donné de leur sociabilité, parce que les chiens de chasse s'éloignent beaucoup plus de leur maître, en fait, hein, de leur gardien, eh bien, à un moment donné, les, les chiens de garde de proximité, donc tout ce qui va être berger suisse, berger allemand, malinois, eh bien, écoute, à un moment donné, ils sont tiraillés entre partir faire la java avec les chiens de chasse, tu vois, s'amuser, faire de la sociabilité et rester près de leur maître. Et à un moment donné, ils vont choisir leur gardien, leur famille. Et du coup, il y a une espèce de frustration, tu vois, parce qu'ils ne partent pas avec les chiens de chasse ou ils ne partent pas avec les chiens qui ont plus une tendance à s'éloigner. Et puis après, par exemple, quand tu prends des chiens de troupeau, ça c'est quand même des chiens qui savent s'éloigner, tu vois, les bergers australiens, les border collies. Euh, à un moment donné, si les chiens ne restent pas ensemble, par exemple comme des chiens de chasse et qui partent chacun un peu furetés dans leur coin, et ben là, il y a un autre problème avec les chiens comme ça et surtout les bordeurs, c'est à un moment donné, ils se mettent à troupoter, quoi. À un moment donné, ça les amuse plus du tout, quoi. Ils sont d'accord pour que les chiens de chasse aillent un peu partout. Déjà, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait, quoi, pourquoi il renifle comme ça? Puis à un moment donné, c'est, ouais, mais enfin bon, allez, moi, je vais troupoter parce que là, je ne le vis pas bien, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est trop. Et à un moment donné, ça crée comme une insécurité chez pas mal de bordeurs, tu vois. Et du coup, ils se mettent à troupoter sur les autres chiens parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas bien, tu vois. Et donc ça, je ne sais pas si tu as pu le reparer en balade. Après, j'ai beaucoup de chiens qui nous parlent aussi des terrains, tu vois, et de la grandeur des promenades. J'avais un chien, tu vois, client, une boxer comme ça, qui partait, qui faisait ses promenades. Hein. Enfin, vraiment, c'était un chien qui promenait, enfin voilà, tout ça, et qui disait, oui, enfin bon, les vacances et la rando, c'est pas obligatoire. Hein. Parce que là, la famille avait fait une hyper grande rando et elle disait, oui, non, moi je suis d'accord pour la promenade, mais pas pour la rando. Hein. Tu vois, il y avait un gros décalage, un gros écart
entre la vie normale et puis de partir en rando montagne. Tu vois, tu arrives du nord et d'un seul coup, boum, tu te prends la montagne, les cailloux, ça pique les pattes, c'est hyper dur, c'est long, tu as l'impression que ça finira jamais. Et le chien, il disait, ouais, enfin bon, ça, c'est pas obligatoire, quoi. Hein. On n'est pas obligé. Hein. On peut juste faire des promenades, quoi. Plus, on n'est pas, tu vois, s'il y a un gros décalage. Et c'est la capacité à s'adapter à ça, tu vois, aussi. L'animal, il n'a pas forcément envie de passer des balades à quelque chose de beaucoup plus dur. Tu vois, sur une période courte et sans transition, sans préparation physique, j'ai envie de dire, et mentale, hein, tu vois. Et changement de terrain, la prise en compte des coussinets. Tu vois, moi, j'ai beaucoup ça, des chiens qui me disent, oui, moi, je suis d'accord pour aller en promenade sur l'herbe, voilà, mais aller sur les cailloux et dans le sable et l'eau salée, puis qu'après, ça pique de partout, oui, non, hein. Ça, on n'est pas obligé, quoi. Moi, je suis d'accord pour rester, tu vois, comme les chemins où il y a des tracteurs et tout, sur la partie herbe. Je veux pas descendre, tu vois. Après, des chiens qui sont beaucoup plus, tu vois, comme les setters, les chiens de chasse, voilà, à aller, à aller se mettre dans la boue des ruisseaux, à pouvoir vraiment être crade comme tout. Pas que Euh, c'était, la ah mienne. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, mais tu vois, ces chiens qui descendent vraiment dans les ruisseaux, qui font toute la balade dans le ruisseau parce qu'ils suivent une piste d'un rat ou quelque chose qu'ils ont fureté là. C'est vrai que quand ils vieillissent un peu, voilà, ils, ils se plaignent quand même de douleurs, tu vois, liées à l'humidité et de moins pouvoir faire ce plaisir-là de passer toute la promenade ruisseau, descente, remontée, ruisseau, descente, remontée. Tu vois, les coquers, les épagnols, allez, peuvent vite, je dirais, avec l'âge quand même, se dire, tiens, j'ai une petite frustration, je peux plus faire ça si facilement, quoi. Pourtant, c'est ce que j'aime dans la promenade, tu vois. Ok. C'est parler de tout ça. Après, tu as quand même des chiens qui peuvent, comment je dirais, s'éloigner. Je pense notamment à des bergers d'Anatolie, tu vois, à des grands chiens comme ça. Mais ils continuent de garder quand même, même à distance, hein, même loin, vraiment un regard sur la famille et vraiment un regard de protection. Mais pareil pour les terre-neuves. Hein. Tu vois, on a l'impression que c'est des gros nounours, mais attention, hein, ils s'éloignent, mais ils reviennent en quatrième vitesse. Hein. Il y a vraiment cette notion de chien de protection et de revenir s'il se passe quelque chose, quoi. Et là, pour le coup, de passer à quelque chose d'offensif, quoi, tu vois. Ok. Voilà un peu, tu vois, tout ce qui est dog argentin, tout ça, enfin, on a l'impression qu'ils sont un peu dans leur monde, tout ça, mais en fait, ils sont vraiment dans la protection. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Puis après c'est ce qu'ils disent aussi, tu vois, tu as certains mâles qui peuvent... alors déjà, tu as des femelles qui ne veulent pas être embêtées par les mâles, voilà, c'est clair, mais tu as aussi des mâles qui ne savent pas forcément gérer l'interaction avec d'autres mâles ou avec les femelles, et aussi des mâles qui se sentent vite rejetés par les femelles et qui se plaignent, tu vois, ils se disent, mais de toute façon, moi, on ne me voit pas, quoi, elle ne me calcule pas, quoi. Et qui du coup, euh, vont avoir de moins en moins de confiance en eux, tu Et vois. ça, pendant les périodes de chaleur ou c'est arrivé, peu importe? Peu importe, tu vois, moi, j'ai des loulous, des chiens qui sont amoureux, j'ai envie de dire, tu vois. Puis la louloute, elle ne les calcule pas, même pas dans l'amitié, tu vois. Même pas dans la camaraderie, dans l'amitié, en dehors des périodes de chaleur.
Et le mâle qui dit de toute façon, moi, je suis insipide, quoi. J'existe pas et je perds confiance en moi. Je sais plus quoi faire pour attirer l'attention des femelles, tu vois. Et, et du coup, ils se mettent un peu en retrait, ils perdent confiance en eux. Euh, voilà, ça, on le voit aussi. Bien sûr, des femelles qui veulent avoir des mâles bien élevés et qui quelquefois ont eu affaire à des mâles qui ne savaient pas trop comment gérer ça et donc qui ont pris peur. Voilà, on a aussi ça chez les femelles. Mais elles, donc du coup, être un peu plus réactives face aux mâles parce qu'elles ont eu un sale tour. Et c'est vrai qu'en communication animale, voilà, c'est aux uns comme aux autres, leur dire c'est pas parce qu'un berger allemand a fait ça que tous les bergers allemands sont comme ça. Tu vois, parce que souvent après ils se font une fixette sur un type de chien. Oh, c'est un chien comme ça qui m'a attaqué, c'est un chien comme ça qui a été brutal, qui m'a retourné dans tous les sens. Waouh, ces chiens-là, ch'touk, tu vois, réactifs. Les comme ça, ils ne m'approchent plus. Voilà, j'ai réglé le problème. Les bergers allemands ne m'approchent plus, tu vois. C'est pas une stigmatisation du berger allemand, hein, ça pourrait être un autre et tout, mais allez, souvent, c'est quand même des chiens assez impressionnants avec du noir et du fauve. Et souvent, comme les malinois, on a pas mal de chiens qui disent « Oh, les comme ça, ils ne m'approchent plus ». Tu vois. Ouais. Moi, Donc, ça, ouais. C'est Opal qui faisait ça sur les bergers blancs suisses. ah oui, 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 Ouais. voilà. Et après, on les met tous dans... Avec une berger blanc suisse et après, c'était compliqué d'en croiser d'autres. Oui, voilà. Voilà. Et là c'est vrai que c'est un travail assez intéressant de leur dire, bon, ok, tu en as croisé un comme ça, mais ils ne sont pas tous comme ça. Pas du tout. Et c'est comment on laisse quand même, entre guillemets, sa chance à l'autre, parce que la meilleure défense, c'est pas forcément l'attaque et commencer à donner des signaux d'apaisement, de retroussement de babine et tout, qui du coup mettent l'autre pas content. Et du coup, on dit, ah bah je le savais qu'il était comme ça. On a Cécile qui a mis un petit message. Elle a Ah, super. 7 chiens et du coup, elle fait en 2 groupes pour les balades. Elle fait les plus anciens et les plus jeunes. Oh, c'est rempli d'amour, ça. Ouais, parce que les plus anciens sont frustrés de ne pas pouvoir suivre les plus jeunes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Puis ils ont aussi d'autres préoccupations. Moi, les chiens plus âgés, hein, comme là on en parle, euh, ils ont, ils ont envie encore de prendre des petits bonheurs. Souvent, en début de promenade, ils vont être très contents. Ils sont contents parce que c'est la promenade, ils aiment ça, quoi. Et puis, quelquefois, c'est au bout de 200 mètres, quelquefois, c'est au bout d'un kilomètre et demi. Et là, d'un seul coup, c'est ouais, c'est bon, quoi. Je peux plus, quoi. Ça va pas, quoi. Et comme si la promenade était terminée ou un peu foutue, où ils se rendent compte qu'il y a voilà, la résistance qui va plus bien, quoi. Mais le bonheur d'y aller, ils continuent de l'avoir. C'est comment on arrive à adapter la longueur de la promenade et puis aussi comment je dirais, si c'est plat, si c'est pas plat, si on peut avoir une poussette, tu vois, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Après, tu vois, pour les promenades, alors je sais que c'est délicat, qu'on a une tendance à mettre un manteau à un petit chien, hein, ou à des lévriers aussi. C'est un peu plus compliqué de mettre un manteau à un dog allemand ou à un malinois. Mais quand ils ont l'habitude de vivre, tu vois, dans une maison, et qu'ensuite ils partent dans une promenade en laisse, et s'il n'a pas bien fait son sous-poil parce qu'il n'a pas de chenille, donc il n'est pas suffisamment d'heures dehors, ben, l'air de rien, il sort tout nu, quoi. Et il y a vraiment si tu veux, moi, des chiens qui se plaignent vraiment du froid. Donc, du froid aux pattes, du froid aux membres, mais du froid sur le corps. Et après, d'avoir vraiment froid sur le bas du dos, que ça va sur les reins, qu'après, ça va sur les intestins, qu'après, ils sont barbouillés, ils font une diarrhée, mais c'est pas parce que c'est pas la promenade qui leur crée la diarrhée, quoi. C'est le fait qu'ils aient eu froid, quoi.
Tu vois, c'est pas, oui, il stresse quand il voit les autres, donc après, il fait une diarrhée. C'est le fait qu'il sorte tout nu, quoi, en fait. D'accord. Tu vois, et que c'est pas toujours évident, tu vois, mais pour les poils ras, c'est fort, hein, c'est, voilà, quand on passe de 18-20 d'une maison et qu'on va sortir à -10, puis qu'en plus, si tu veux, moi j'ai des chiens qui me disent, oui, ok, on me sort, mais on me dit, dépêche-toi de faire pipi, il fait froid, et tu vois, j'ai la dame qui me dit, bah oui, je lui dis ça, il fait pas pipi, et moi j'ai le chien qui me répond, mais il fait froid, je peux pas faire pipi. C'est technique, je ne peux pas. C'est bloqué. Voilà. Ah, ça me fait penser Clémence avec sa Doberman et c'est vrai qu'elle lui met des manteaux sinon elle grelotte. Oui, voilà. Elle a Voilà. Et, voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Si tu veux, sur les grands chiens, on pourrait se dire, oui, ça fait bizarre, tout ça. Mais non, ils peuvent en avoir besoin s'ils n'ont pas pu développer de sous-poil et qui sont habitués à vivre en maison. Alors que normalement, si tu veux, il y a encore 20 ans ou 30 ans, il y avait quand même une partie de la journée qui se passait dehors, dans le jardin, dans le chenil. Donc, automatiquement, ils faisaient leur sous-poil. Et puis, la nuit, on ne les faisait pas forcément dormir dans la maison, dans le chaud de la maison. Tu vois, ils pouvaient dormir dans la buanderie. Bien sûr, moi, je sais que mes chiens, on les rentrait voilà, quand il faisait vraiment très froid, c'est clair. Mais si tu veux, du temps comme maintenant, ils dorment dans la buanderie, ils dorment dans le chenil, ils dorment dans le garage. Donc, quelque chose où ils stimulent leur système immunitaire et où ils ont leur poil. Et du coup, quand ils vont dehors, ils sont, ils sont bien, ils n'ont pas besoin de manteau, quoi. Voilà, ils passent plus de temps avec leur manteau que de temps dans la maison, tu vois, mais parce que ça leur fait du bien, c'est leur vraie vie. Donc, les conditions de vie fait que moi, ils peuvent se plaindre vraiment de ça, et donc de blocage rénaux, tu vois, de sensibilité rénale. Je trouve beaucoup plus qu'avant, parce que je fais de la communication animale depuis des années et des années, et j'ai beaucoup plus de chiens qui ont comme ça, tu vois, une tendance à avoir des blocages rénaux. D'accord. Alors, il y a peut-être pas que ça, hein. Je veux dire, il peut avoir les croquettes, les conditions de vie, la génétique, enfin, tu vois, tout ça. Mais là, dans ce qu'ils me disent, c'est le fait de se prendre vraiment un coup de froid. Ok. Voilà. C'est vrai que je n'y aurais pas pensé pour la mienne. D'accord. Oui. C'est le fait qu'ils. Tu vois, après, quand ils ont des longs poils, ça va encore, mais il faut quand même vérifier que ce n'est pas le poil d'été. Tu sais, moi, il m'en parle un peu comme ça. C'est que en fait, il n'y a plus de poils d'été, il n'y a plus de poils d'hiver. Il y a une espèce de poil intermédiaire. Et du coup, ils en font et ils en perdent tout le temps. Alors que moi, j'ai des chiens qui me disent qu'il n'y a plus de période de mue à l'année. C'est pas ça. C'est j'en fais, je perds, j'en fais, je perds, j'en fais, je perds. Et du coup, ils sont dans une espèce de poil intermédiaire. Et du coup, bah, souffrir vraiment des grosses chaleurs parce qu'ils sont en poil intermédiaire, et s'ouvrir du froid, des grands froids, tu vois, quand on est à -5, -10, parce que justement, ils sont aussi en poil intermédiaire. Ok. Tu vois? Ah, il y a quelqu'un qui a un micro. Ah, Je n'entendais plus. Non, c'est bon. Je ne sais pas si les autres, vous avez des questions ou des choses à dire. Dites-moi, dites-nous. Oula, c'est quoi ça, ça bug? voilà. Tu vois les questions? Non. C'est parce que tu les vois pas? Attends, je vais y aller. Je ne sais pas s'il y en a. J'ai 7 chiens, voilà, oui. Hésitez pas à poser vos questions, hein, hein, et on y répond. Ah, j'ai Annick qui râle parce qu'elle n'a pas pu joindre.
Parce qu'elle n'a pas pu quoi? Bah non, le live n'est pas fini. Bah, parce qu'elle essaye de rentrer dans le live depuis tout à l'heure. Ah, le Bah, nom, elle il peut. veut Moi, là, d'accepter, tu vois? pas. Est-ce que c'est Annie? J'ai 11 personnes, tu vois? Non, elle n'est pas là. De toute façon, le Dorothée, tu vois? Voilà. Préfère 2 promenades courtes qu'une très longue. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, j'ai accepté, hein. Je ne sais pas le nom de Dominique, tu vois, dans les participants, mais de toute façon, il y aura le podcast, hein, ils n'ont pas à s'inquiéter, hein. Voilà. Mais oui, effectivement, deux balades courtes, c'est quelquefois ce que les animaux ont besoin aussi. Et puis après, moi j'en parle souvent et c'est vrai que j'ai des éducateurs qui me disent ou des gens qui me disent, voilà, là, tu exagères ou tout ça. Mais non, la porte ouverte sur un jardin ou sur une cour, c'est important parce que ça permet, bien sûr que ça ne suffit pas, il faut les promenades, ça c'est clair. Mais en attendant, c'est quand même important de pouvoir aller aux toilettes quand on a envie ou de pouvoir aller sentir le vent quand on a envie ou de pouvoir sortir parce qu'on a entendu l'autre chien d'à côté aboyer. Et ça, c'est tout ce bonheur-là d'avoir quand même une espèce d'indépendance et d'autonomie sur notre propre territoire, de la même façon que nous, on a envie d'aller aux toilettes quand on veut, et pas seulement quand l'autre dit on te promène de telle heure à telle heure pour aller aux toilettes. Oui, bon, d'accord, mais on peut quand même avoir besoin en dehors des périodes de toilettes. Voilà. Donc, on leur demande quand même beaucoup, hein, quand il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, hein, sur la gestion des reins, la gestion des crottes et la gestion des pipis, hein. On leur demande quand même beaucoup, hein. Hein. On a une question de Tali. Donc, des balades trop longues peuvent-elles être une source de stress pour le chien? Ben, ça dépend de l'état du chien. Bien sûr, si c'est un petit chien, voilà, puis que d'un seul coup, on va lui faire une balade de 15 kilomètres alors que normalement, il fait que 500 mètres ou 600 mètres, musculairement, voilà, 2 jours après, ça va quand même être douloureux. Puis les coussinets aussi, voilà, qui sont quand même un cas de visite chez le vétérinaire, hein, les blessures de coussinets, faut quand même le dire, quoi. Donc, le chien, il doit se muscler en même temps que ses maîtres. C'est un peu ça, quoi. Puis on tient compte de l'état de notre chien. Est-ce que là, il va bien? Est-ce que là, il est malade? Est-ce que là, il est vieux? Voilà, ils vieillissent quand même plus vite que nous aussi. Donc, hein. Et puis, s'ils sont trop jeunes, on les abîme, hein. Ça aussi, hein, c'est le truc, hein. Attention aux longues balades pour les jeunes chiens. Moi, j'ai des jeunes chiens qui me disent waouh, j'ai mal partout parce que grandir, ça fait mal. Voilà, donc l'enfance, l'adolescence, comment on les préserve aussi. Je pense que les gens qui font du canicross, voilà, qui sont dans le sport canin euh, et qui sont, voilà, la plupart sont quand même sérieux et font bien attention et entraînent les chiens en tenant compte bien de l'âge et de la croissance du chien, quoi. Ah, des fois, j'ai des gens qui veulent faire avec les chiots des tours des petits de 2 mois et demi qui veulent faire des balades de 6 à 8 kilomètres. Alors, je me permets de leur dire que c'est un petit peu trop, sachant qu'ils ne les portent pas. Donc, c'est vrai que ça me paraît, à cet âge-là, pour moi, c'est trop. Donc, bah, je refuse. Et à ce moment-là, ils font des petits tours de leur côté. Donc, Bien quand ils sûr. veulent venir aux événements qu'on fait. Après, oui, des petits tours sympas, etc. Oui, mais c'est vrai que, ouais, des fois, une Oui. fois, c'était quoi? C'était 8 kilomètres et demi sur un show de 3 mois. C'était énorme. Donc, Ah oui, 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 tout à fait. Puis de toute façon, le chien, il va se coucher à un moment donné, puis ça va se payer très cher, quoi, parce que c'est des problèmes sur les jonctions. Voilà. Enfin, tous ces renseignements-là, voilà, vous demandez à votre assistante vétérinaire ou au vétérinaire ou même sur Google. Là, je ne parle pas des groupes Facebook ou tout ça, je parle bien d'aller voir les besoins du chien sur la promenade, l'âge, la constitution, voilà, des choses sur des groupes vétérinaires, mais sur Google, hein.
pas demander à des particuliers, mais à des professionnels. Et là, allez, ils le disent quand même. Et moi, de toute façon, j'ai des chiens qui le disent. Tu vois, par exemple, des chiens qui disent, voilà, qui ont mal au carpe, au métacarpe, au tarse, au métatarse, et qui sont capables, qui disent que de toute façon, à un moment donné, il y a eu un manque par exemple, dans l'alimentation, quoi. Et que du coup, bah, ça se paye sur les années après. C'est-à-dire? Bien, ils vont avoir de la laxité, ils vont se sentir moins costauds, ils vont être un peu euh, partir sur quelque chose où les, les pattes, tu vois, carpe, métacarpe, s'aplatissent, donc devenir un peu plantigrade. Enfin, ils le disent, tu vois, que c'est pas, ça n'a pas poussé dans le costaud, quoi, tu vois. Et après, ils ont des fragilités sur les membres. Et ça, ils le disent. Surtout pour les grands chiens qui grandissent vite, s'il y a quelque chose au niveau de l'alimentation, ils le disent. Tu vois, les bouviers bernois, les dogs, ils s'expriment beaucoup par rapport à ça. D'accord. Les Saint-Bernard, tu vois. Ok. Alors, on a encore des messages. Voilà, Prêt voilà, à parfois des balades de 3 km, mais pas plus, même s'il est demandeur. Et en dessous, voilà, c'est ça. Je pense que c'est bien parce que là, on voit les personnes aussi qui vont vouloir faire attention de leur chien, hein, et je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Hein, tu vois? c'est Et quoi après, comme effectivement, ça? hein, Moi, je demandais à Cécile, c'était quoi ces petits chiots? et puis un tableau, voilà, c'est elle qui met là qu'elle fait, elle fait un tableau pour les acheteurs et que effectivement, c'est c'est bien, quoi, parce qu'ils savent les kilomètres qu'ils peuvent faire. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est des springers. Ah oui, les springers, ça bouge, ça, hein. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup sur le groupe d'ailleurs. J'en ai connu qu'un. Oui, oui, oui. Bah, moi, je vais à tu sais, comment ça s'appelle, il y a une manifestation qui se fait pas très, très loin de chez toi. Alors, je ne sais pas si ça se fait tous les ans, mais c'est une rencontre de Springer qui se fait, oui, qui se fait dans ton coin, dans un petit village. Et là, pendant une journée ou 2 jours, je pense que c'est 150 ou 200 Springer minimum, avec, si tu veux, l'évaluation LOF. Et puis, on a aussi beaucoup de cockers qui sont là. Enfin, tu vois, tout ce qui est Springer, tout ce qui est cocker, c'est le gros rendez-vous. Ah, mais je crois qu'elle a mis le nom, Cécile, la régionale de l'élevage à Voilà, Berlin. Celle-là. voilà, voilà. Et Et du coup, c'est vraiment une belle manifestation. Moi, j'y tiens un stand aussi et je t'invite à venir, Lorraine, parce que c'est vraiment chouette. et j'ai Cécile qui a mis je n'ose pas venir. Mais pourquoi tu n'oses pas venir? Bah oui, bah alors. Dis-nous tout. Ah, ça y est, Annick a rejoint le live. Ah bah voilà, voilà, voilà. Donc, faut pas hésiter à poser vos questions. Ah, et alors on a Yvette qui met que son chien se fige quand il pleut. Et oui, oui, oui. Oui, je suis dans le noir. Elle me dit ça. Oui, oui, elle a raison. Il faut que j'allume la lumière, comme dit l'autre. Ah ouais. Annick qui râle. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est comme ça, Nick.
Voilà, ça devrait être mieux. Voilà. Oui, il y a des chiens qui, à certains moments de la promenade, vont se coucher. Hein. Ben, si, vous râlez, Madame Annick Avec Cocotte. une point d'exclamation. Enfin, J'ai ta voix dans la tête, mais sur les messages, on ne voit pas la même chose. oui, oui. Voilà. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a déjà eu en communication des chiens qui faisaient part de leurs sensations désagréables, notamment au niveau des oreilles avec le vent, par exemple? Ah oui. Alors, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de sensations. Il y a des chiens, par exemple, que j'oriente chez les ostéopathes, parce que, par exemple, ils vont dire telle oreille, mais c'est subtil, mais telle oreille, elle se met bien, donc j'arrive à bien la bouger. Puis évidemment, si elle est retombante, j'arrive à bien la recouvrir, mais autrement, même si elle n'est pas tombante, j'arrive bien à l'incliner. Enfin voilà, ça va bien. Et puis l'autre, elle n'est pas tout à fait bien positionnée au niveau du cornet, donc soit elle ne sera pas bien, le vent il prend là, puis je me prends des otites, ou c'est une oreille pointue, mais du coup, j'arrive pas bien à l'incliner et donc à la fermer un petit peu suffisamment. Et boum, je vais avoir une sensibilité et à celle-là, c'est bon, je me prends tout le temps une otite. Tu vois, il y a vraiment ça. Alors, attends, il y a un truc. Voilà. Tu es là, Lorraine? Oui. Voilà. Et tu vois, donc il va avoir ça, ou là j'envoie chez l'ostéopathe parce que ils se disent qu'il y a cette sensibilité, puis donc ils vont se prendre quand même des petits soucis récurrents. Et puis après, il y a autre chose. J'ai envie de dire là, c'est pour tous les chiens, c'est pas un problème d'ostéopathie. C'est à un moment donné de grand vent, ils se mettent comme là, c'est vraiment l'instinct, ils vont se mettre comme en position de sécurité. Donc là, on ne sait plus de où viennent les odeurs, de où viennent les voix. Donc on se retrouve un peu comme dans une machine à laver, quoi. Voilà, un truc qui remue. Et du coup, ne pas être bien. Et le truc, c'est comme ça, on se met en position survie, on s'aplatit, on se couche, on attend que ça se passe. Et puis on reprendra la route après, quoi. Parce que de toute façon, on est complètement désorienté. Avec le vent, les odeurs, la sensation, c'est je suis désorienté. Je suis comme perdu, j'ai perdu mes sensations. Donc là, ils ne sont pas bien quand ils sont comme ça, tu vois. Mm. Et ne pas avoir forcément envie de continuer la balade, ou là avoir besoin d'être en laisse, de se sentir vraiment en lien avec la personne, parce que s'il y a des voix, ils ne savent plus de où ça vient, donc ils peuvent se sentir perdus, ne plus retrouver l'odeur, tu vois, de la famille aussi. Ça peut être source d'angoisse, hein, de ne pas retrouver sa famille parce qu'on ne sait pas de où le bruit vient. On les entend, mais on ne sait plus. On n'a plus de repères. Tu vois. Donc les grands vents, les grosses pluies, il faut quand même faire attention, tu vois. Ouais. J'avais remarqué, c'est surtout avec Alaska quand elle était chiot et qu'elle aimait bien jouer, se rouler partout. Et c'est vrai elle avait du mal à mettre ses oreilles, et dès qu'il y avait du vent, c'était la panique totale. Elle ne savait plus. Là, c'était si je ne l'avais pas en laisse, je la perdais de toute façon. C'était la Voilà. panique totale, un truc de fou. Oui, voilà. Là, il faut mieux les remettre en laisse pour leur propre sécurité. Puis du coup, nous, on peut les rassurer. Enfin, on peut faire notre travail. Et puis, s'il y a toujours une otite, parce que c'est vrai que les otites, il y a des causes internes. Mais là, pour le coup, si c'est toujours à la même oreille et qu'on pense qu'il y a une cause externe, c'est peut-être voir un ostéopathe. Tu vois, moi, j'en vois beaucoup là pour vérifier la mobilité des cornets, que ça soit bien. Quelquefois, il me dit, j'en ai une plus haute que l'autre. Donc, évidemment, je ne suis pas bien non plus à ma tête, quoi. Ça me gêne, quoi. Voilà, c'est comment ils se protègent du vent aussi. Hein. Voilà. Je regarde si on a d'autres questions. Non, il n'y a pas de questions.
Oui. Et alors est-ce que j'avais vu là dans le débrief du Zoom, comment se connecter à son animal lors des balades. Ça m'a attiré mon attention. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, si tu veux, en dehors de la communication animale, la meilleure connexion qu'on a, et moi, c'est ce que j'explique aussi à mes clients, c'est la laisse. Parce que la laisse, ça veut tout dire, hein. C'est qu'est-ce que je te laisse comme espace dans la distance de la laisse et qu'est-ce que je fais passer comme intention, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se produit et quelle intention. Tu vois, les éducateurs, ils travaillent énormément là-dessus, sur ce qu'on fait passer dans la laisse. Mmh. Et je trouve que ça, on n'est peut-être pas assez attentif. Parce que le chien, il le sent, ce qui se passe dans la laisse. Si la laisse, ce n'est pas forcément une privation de liberté. Une laisse, c'est surtout pour laisser à l'autre sa liberté, tout en lui donnant un cadre de sécurisation. Parce qu'on est en ville, parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a d'autres chiens, parce qu'on sait que pour l'instant, le rappel, ce n'est pas encore OK. Voilà, parce que y a des chiennes en chaleur dans le coin ou parce que nous, la chienne est en chaleur. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait qu'à ce moment-là, on est responsable de l'animal, mais on lui laisse cet espace-là. Et là, tu vois, on rentre en connexion. On rentre en connexion avec notre animal. Tu vois, je trouve qu'une des problématiques aujourd'hui, c'est de donner sa vraie place à la communication animale, mais surtout de bien utiliser déjà les outils que l'on a pour entrer dans cette connexion. Et après, quand notre animal il est en liberté, ben oui, qu'est-ce qu'on lui envoie comme message, bien sûr, mais de par notre attitude, c'est sûr que si on veut que notre animal il revienne et puis que là, on l'engueule, c'est sûr que ça donne pas envie de revenir, quoi. Donc, est-ce qu'on a la capacité de féliciter notre animal quand il revient? Enfin, tu vois, il y a d'abord toute cette connexion-là. Je trouve que c'est une question qui est intéressante parce que aujourd'hui, avec cette mode de la communication animale, c'est comme si on pouvait se passer, je ne dis pas que c'est une réalité pour tout le monde, hein, loin de là, mais on ne peut pas, si tu veux, se passer de bien utiliser l'outil laisse, notamment, l'outil récompense, l'outil félicitation. On est heureux que notre chien revienne, tu vois. Et donc, ne pas faire ça, mais se dire, moi, je suis en télépathie avec mon chien. Tu vois, il faut prendre les choses dans le bon sens. On doit d'abord utiliser les choses qui sont à notre disposition parce que notre intention, en fait, c'est une sorte de télépathie. Et le chien le sent, tu vois, le chien le sent. Et après, la communication animale, elle ne peut pas non plus, et elle n'a pas à se substituer au travail avec les éducateurs. Tu vois, un chien qui tire systématiquement, voilà, un chien qui ne sait pas voir les voitures, bah oui, d'accord, mais ça, ce n'est pas la communication animale qui va résoudre ça, parce que c'est l'attitude de l'humain qui va mettre en place des choses qui vont sécuriser son chien et qui vont faire que le chien ne va plus être réactif à certaines choses. C'est de l'éducation. Donc moi, j'en vois beaucoup, beaucoup vers des éducateurs, tu vois. Mais c'est vrai que je peux avoir des demandes de communication animale qui sont en fait, on me demande une communication animale en pensant que je vais faire un miracle ou je ne sais pas quoi, en demandant au chien de dire tire plus parce que je ne suis pas capable de te tenir en laisse. Donc, si tu pouvais arrêter de tirer, alors que c'est l'inverse, c'est tenez correctement votre chien pour pas qu'il tire, tu vois. Et là, je fais une communication animale et boum, je suis dispensée de 10 séances d'éducation canine pour le maître. Tu vois, donc il y a cette tendance-là, alors que le chien avec certaines personnes, le même chien avec une personne va tirer, le même chien avec telle personne ne va pas tirer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'attitude? Qu'est-ce qui se sent dans la laisse?
qu'est-ce qui sent que là, il ne va pas tirer. Voilà, ça, c'est très, très intéressant. Désolée, il fallait que je le rentre. Ben oui, tu as bien raison. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui dit, Dorothée, qui dit les cours d'éducation canine se passent toujours bien, mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Eh bien oui, parce que si vous n'appliquez pas les mêmes règles, voilà. Alors après, tout dépend, parce que c'est vrai qu'il y a des cours... il y a des cours d'éducation, ça va être en groupe, tous en rond, et on apprend assis, couché, je marche en laisse, je passe à côté des chiens, mais ça ne travaille pas non plus, c'est surtout des témoignages que j'ai, ça ne va pas travailler les problématiques Individuelles, bien sûr. des petits soucis qu'il y a déjà à la maison ou des choses qu'on laisse faire ou qu'on fait mal. On ne les voit pas forcément, je trouve, en cours comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est quand même bien d'avoir vraiment un comportementaliste qui va prendre vraiment en compte tout ce qui se passe à la maison, tout ce qui est fait, tout ce qui est analysé, en fait, pour pouvoir mettre en place un protocole de rééducation un peu plus ciblé qui va permettre de justement régler les problèmes qu'on ne voit pas en marchant en laisse avec 15 copains, quoi. Bah oui, voilà. Oui, je te rejoins complètement. Moi, je fais beaucoup d'orientation. Donc voilà, vous avez des bons éducateurs comportementalistes là sur la côte. Donc j'en vois aussi. Et puis j'en vois aussi à l'Évisoire Parlons Chien qui fait des émissions où on peut justement poser les questions. Tu vois, donc pour les personnes, ça permet quand même d'avoir des approches de la problématique pour ensuite réfléchir à qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place et se préparer vraiment à prendre une décision de voir un éducateur et de s'y tenir et de travailler. De travailler. Après, là, tu vois, je vois que faire pour l'année, puis j'en sais strictement rien, madame, parce que je ne suis pas éduque. Donc, tu vois, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. C'est pour ça, tu vois, c'est là bien la différence entre communication animale et éducateur. On est beaucoup à orienter. Tu vois, et à dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis la première chose que nous, on dit aussi en communication animale, c'est attention, peut-être que l'animal a une problématique de santé quand même, ou que le matériel est inadapté, il a eu une fois un tour, donc maintenant il ne veut plus le mettre, quoi. Oui. Voilà, donc voilà, c'est problématique d'adaptation du matériel, problématique de santé, et puis après, voir avec un éducateur. Voilà, c'est toujours les choses dans le même ordre, parce que la communication animale, il y a quand même des tas de choses où on ne répond pas parce que c'est en télépathie avec un animal particulier, tu vois. Et c'est ça que... Il y a Annick qui dit que Sacha la laisse, c'est OK, mais elle ne veut jamais mettre son harnais. Que faire? Pourquoi? Ben voilà, c'est ce que je dis, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas éduque et je ne veux pas y être surtout, parce que éduque, c'est s'occuper de l'humain. Il faut être bien au clair. Oui, non, mais attends, c'est vrai, quoi. C'est comment on éduque l'humain pour faire les choses. Oh, loulou! Alors que communication animale, on est vraiment sur une écoute de l'animal et c'est écouter son point de vue. Et c'est un point de vue individuel et individualisé. Et honnêtement, je ne peux pas m'en lasser parce que chaque animal a une personnalité, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Donc, évidemment, on a des grandes tendances chez les bergers, des grandes tendances chez les chiens de chasse, mais on a quand même à chaque fois affaire à une personnalité. Et moi, je suis émerveillée d'écouter une personnalité qui s'exprime, tu vois. Alors, je pense que là, elle est partie écouter le chien de chasse. Alors, Salto est en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. C'était pas prévu. Désolée. Oui. Hein, c'est, voilà, communication animale, il y a beaucoup. Là, je vois les questions que vous posez, on ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre. Voyez? Voilà. Voilà, là je vois qu'il y a une dame qui veut, oui, parce que c'est tellement individualisé que là je vois, il y a une dame qui dit oui, le chien voulait se rapprocher du fils. Oui, tout à fait.
Oui, oui, ça, et ça, on peut pas. C'est là où on voit qu'on on peut pas parler de généralité. Pourquoi il veut pas passer devant telle maison? Tant que je suis pas connectée au chien, je pourrais pas le savoir parce que c'est sa sensibilité, c'est quelque chose qu'il a vu ou qu'il sent ou un danger ou, enfin voilà, on peut pas dire comme ça. Le propre de la communication animale, c'est d'être vraiment hyper individualisé. Et il nous raconte des choses vraiment très personnel, en fait. Ils ne parlent pas du chien d'à côté, ils parlent bien d'eux et de leur relation à la famille. Hein, tu vois. Moi, par exemple, j'ai eu une communication animale la semaine dernière avec une Terre-Neuve, tu vois. Et la première chose que la Terre-Neuve me dit, c'est pourquoi c'est moi qui fais la communication animale, c'est pas moi qui en ai besoin, c'est l'autre chienne. Donc, boum, tu vois, donc moi, je dis ça à la propriétaire qui me dit comment ça, c'est pas elle qui en a besoin. Bah, écoutez, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi c'est elle et que c'est pas l'autre chienne. J'ai écouté, madame, est-ce que vous avez bien une autre chienne? Elle me dit, bah oui, j'ai bien une autre chienne. Et je vous contacte parce que bah, la Terre-Neuve, en fait, là maintenant, elle attaque l'autre chienne et elle l'écrase quoi, avec son poids. Elle fou. Voilà. Et la Terre-Neuve qui répond oui, mais c'est l'autre qui a commencé. Donc pourquoi c'est moi qui dois faire la communication animale? Et oui, et la dame me confirme que c'est l'autre chienne qui a commencé. Ouais. Et je dis, ben oui. Donc là, effectivement, vous avez un problème entre les deux chiennes maintenant. Effectivement, hein, la Terre-Neuve est extrêmement dangereuse par sa masse. Voilà, puis ça rigole pas, hein, parce que quand elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Hein. Mais, et donc, ça pose un problème avec l'autre chienne qui est plus petite et plus âgée, qui était là avant elle. Voilà. Mais en attendant, c'est l'autre, pour X raison, qui a montré les dents. Et puis là, bah, maintenant, on a un souci, mais la jeune chienne dit carrément, c'est pas moi qui ai posé le problème en premier, vous voyez. Donc, je trouve que ça c'est intéressant aussi d'écouter le point de vue, surtout quand c'est confirmé. Donc, moi, j'ai proposé qu'il puisse faire un travail avec un éducateur, voilà, et de prendre en compte ce qui s'est passé et que comment l'autre chienne, voilà, comment on fait pour qu'elle ne pour apaiser, tu vois, ces situations-là. Parce que quand deux femelles commencent à se crêper le chignon, c'est souvent très problématique quand même. Ouais, voilà. Donc là, il faut un petit peu de temps, travailler avec les éducateurs, redonner du sens aux choses, voilà, comprendre que c'est une conséquence en fait. L'attaque de la Terre-Neuve, ce sont des conséquences d'une attaque. Voilà, et ce n'est pas la Terre-Neuve qui a commencé. Donc, tu vois, il ne faut pas inverser les problèmes. Voilà. Et dans ce cadre-là, la communication animale, elle est intéressante et surprenante parce que la chaîne, elle remet un peu, tu vois, l'église au milieu du village en disant, mais attends, c'est pas moi là c'est pas moi qui ai commencé. Voilà. Ça, c'est des choses. Ok. Tu vois d'autres questions, Laurine? Non. Annick qui a dit ras-le-bol de ces cabots dehors au chenil avec le collet électrique. Elle a rajouté je plaisante. Ah oui. Ça intéresse que tu plaisantes. Sinon, je te oui, dis. oui, tout à fait. oui, interdit ici. On n'est pas du tout pour ces genres de méthodes. Ben non, tout à fait. C'est ce qui n'empêche pas de dire non parce que ça leur fait du bien d'avoir des limites. Hein, voilà, et on n'est pas obligé de mettre des outils coercitifs, mais on peut aussi dire non hein, parce que ça leur permet de grandir et de se calmer. Et voilà, moi j'avais j'ai des chiens en communication animale qui me disent que l'absence du non peut leur poser problème, ou par exemple qui n'ont pas suffisamment d'ordre. Et que donc, c'est frustrant parce qu'ils ont besoin de travailler et du coup, ils ne peuvent pas être fiers d'eux parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'ordre de travail. Tu vois, j'ai beaucoup ça sur des border collies, des Australiens un petit peu moins, mais border, j'ai beaucoup ça. Besoin d'avoir des ordres, besoin de vouloir travailler, de montrer qu'ils sont capables de le faire, de pouvoir être fiers d'eux, d'avoir un regard fier, de voir la fierté du maître parce que le chien a réussi à faire quelque chose. Enfin, ils se nourrissent de ça,
du c'est bien et du non, quoi. Et dans ce cadre-là, il crée vraiment un épanouissement. Et ça, on peut l'avoir aussi avec des Malinois, hein. Beaucoup, beaucoup de Malinois sont là-dedans. Voilà. Et c'est comment, là, du coup, en tant qu'humain, on donne au chien ce dont il a besoin. Voilà. Hein, parce qu'un un chien n'est pas l'autre. Il y en a qui vont aller se cogner au cadre parce que ça les fait grandir. Et puis, il y en a, en fait, le cadre, ils le sentent et on n'a pas besoin de mettre plus en place de noms que ça parce qu'ils sont comme adaptés, comme si les murs de la maison suffisaient à donner le cadre, en fait. Puis, il y en a d'autres pour lesquels il faut dire non. Allô. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Rien. Non, c'est bon. Voilà. Et voilà, donc un chien n'est pas l'autre, quoi. Et puis après, quand ils sont, moi j'ai aussi des chiens, voilà, qui se mettent un peu en, comment je dirais, des liens de surattachement avec l'humain parce qu'ils ne sont pas suffisamment seuls et donc après ils ne savent plus du tout gérer la solitude. Et puis c'est un engrenage, en fait. C'est un engrenage. Là aussi, tu vois, j'en vois beaucoup sur des éducateurs parce que le chien devient comme une dépendance, ou bien il est considéré comme un bébé, ou il est considéré comme un enfant. Du coup, il a un comportement de bébé ou d'enfant, tu vois, au lieu d'un comportement de chien adulte. Et ça peut se ressentir en promenade, ça peut se ressentir dans plein de moments de la vie. Par exemple, ben voilà, un bébé, qu'est-ce qui le caractérise? C'est beaucoup de bruit, puis ne pas être propre. Et tant qu'on l'appelle bébé, ben, il est pas propre et il fait beaucoup de bruit. Et il détruit, parce que c'est le propre de l'enfance. Voilà. Et donc, ça on s'en aperçoit beaucoup. Et la façon dont on va traiter notre animal comme un adulte d'une autre espèce, c'est une grande richesse d'avoir un adulte d'une autre espèce auprès de nous. Ouais. Tu vois? Mais ce sont des adultes, ils ont donc des besoins camarades, amitié, amour, sexualité comme des adultes. Hein, à 3 ans, 4 ans, ce sont des adultes, donc ils ont des besoins d'adultes. Ce n'est pas du tout des besoins d'un enfant de 3 ans ou 4 ans. Voilà. Hein. On a Christine qui dit berger australien et border, chiens à la mode qui ne sont pas dans des familles adaptées, qui pensent qu'un grand jardin et des balades suffisent, alors qu'ils ont besoin de travailler. Ah oui, tout à fait. J'en vois beaucoup. Moi, tu vois, il y a Florian du côté d'Hazebrouck qui fait des initiations, puis qui est berger, voilà, qui a des chiens de troupeau. J'en vois beaucoup de personnes qui ont des Australiens et des borders faire des initiations et découvrir et permettre à leurs chiens de vivre ça. De vivre ça. Ça leur fait énormément de bien. Il fait du troupeau, lui? Il fait du troupeau, oui. Ok. Oui, Florian. Oui. Et c'est où, Hasbrook? Oui, c'est du côté d'Hazebrouck. Oui. Il a des moutons sur Berg. Voilà, il a des moutons sur différents lieux. Et puis, mais si je te donnerai ses coordonnées, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, tu vois, pour ton association. J'en ai fait avec. Voilà, c'est Merkegem. Voilà, c'est ça, c'est Florian. Merkegem, d'accord, ok. Voilà, c'est Florian. Avec la cocarde de Cécile, c'était compliqué. Ben oui, les cocards, ils sont pas forcément très grands, mais c'est très têtu et c'est un bon chien de chasse. Hein, donc, ils sont dans cette chasse. Hein. C'est des chiens qui ont été énormément à la mode à un moment donné. Voilà, Florian Djerbouri. Voilà. C'est des chiens qui ont été énormément à la mode, les cocards, qui sont peut-être un petit peu moins à la mode aujourd'hui. Et puis après, il y a cette tendance aussi aujourd'hui à avoir des lignées beauté enfin bon, ça aussi, ça me surprend. Allez, les chiens de chasse, ils sont beaux, il n'y a pas de lignée beauté
beauté ou de je ne sais pas quoi. Et donc, il y a aussi des recherches de caractéristiques qui peuvent pénaliser et créer des hypertypes, ce qui est pas bon, quoi. Ce qui est pas bon, hein, voilà. Et dans le fond, ce sont de super chiens de chasse, comme les Springles, comme les Spagnols, voilà. C'est comment on leur permet aussi d'être dans cette chasse, quoi, quand ils en ont besoin. Mm. C'est vrai qu'on voit beaucoup de chiens qui sont pas, enfin, de familles qui sont pas adaptées aux chiens, ça c'est clair. Oui, voilà, donc on leur demande en communication animale, allez, on s'aperçoit quand même qu'on leur demande énormément. Est-ce que, par exemple, ils sont toujours bien adaptés? Alors, ils ont une fragilité des poumons, voilà, tout ça, donc tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est produits chimiques. Moi, ils s'en plaignent, tu vois. Ils s'en plaignent en communication animale. Ils disent, oui, ça sent la cigarette, il y a quelque chose avec de la fumée, ça va pas, je vais pas bien, tu vois. Quand c'est une famille où il y a beaucoup de bougies, où il y a beaucoup d'encens, moi, je conseille voilà, de beaucoup aérer et tout ça, parce que ça crée des pathologies. Voilà, on sait ils sont plus sensibles au cancer que les humains, encore, hein, les cancers liés aux produits de l'environnement, aux produits chimiques, à la cigarette. Voilà, on sait leur sensibilité, hein, par rapport à tout ça. Donc, voilà, vivre dans un contexte humain, c'est aussi vivre au milieu des pollutions sonores, chimiques. Voilà, ils en parlent de ces conditions de vie qui peuvent être quelquefois un peu compliquées ou difficiles. Voilà. Okay. C'est comment on prend plus ça en compte, bien, au moins bien aéré, quoi, leur permettre d'être beaucoup dehors. Voilà, c'est important, quoi. C'est important. Bien respirer, bien se muscler. Voilà, tout ça, c'est important. Et est-ce que, par exemple, un chien, un chien qui... Est-ce que c'est déjà arrivé en communication qu'un chien se plaigne des activités qu'il faisait, par exemple? Euh, Du style un chien qui faisait beaucoup de compétitions d'agility, ou c'est celui qui me vient en premier. oui. Alors, c'est peut-être pas forcément je dirais dans ce, si tu veux, si à un moment donné, ils se rendent compte que, que la personne avec qui ils font le sport ne s'amuse plus et que à un moment donné, c'est parce qu'il y a des animaux qui sont extrêmement dans la compétition et même quelquefois plus dans la compétition, plus compétiteurs que la personne avec qui ils font la compétition. Ça peut aussi arriver. Voilà. Mais c'est quand même assez rare, c'est 10%. Mais par contre, on a pas mal de chiens qui disent qu'à un moment donné, si l'humain y est trop dans la compétition, qui sent qu'il y a pas, qu'il y a plus de jeu, qu'il y a pas de plaisir, qu'il faut réussir, 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 à un moment donné, le chien il décroche. D'une part, il n'a pas envie de se faire engueuler. Il voit que l'autre n'est pas fier de lui, c'est jamais suffisamment bien, suffisamment vite, c'est jamais suffisamment. Donc en gros, il fait son maximum et il se fait encore engueuler. Et là, on a des chiens qui sont dans le lâcher prise et qui veulent plus, qui peuvent se retourner contre le maître et tout ça, hein. Oui, 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 ça, on le sent, quoi. Oui, oui, ça, on a. Et puis, des chiens qui peuvent aimer certains agrès, par exemple à l'agility, ou qui n'aiment pas certains agrès, qui disent aussi à l'humain, ouais, mais enfin bon, l'humain n'est pas toujours bien positionné. Moi, je peux pas faire, je peux pas m'éclater en sport. L'humain, il n'est pas bien positionné. Donc, ça va pas, quoi. Faut être bien positionné. Enfin, ils peuvent aussi avoir des exigences par rapport à l'humain. Les chiens en ring aussi, qui peuvent dire, moi, allez, tel homme d'attaque, voilà, avec il est habillé comme ça, comme ça, comme ça, la couleur de l'homme d'attaque, la taille, tout ça. Lui, oui. Là, lui, ah non, 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 hein, moi, là, j'y vais pas avec lui, hein. Non, 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 lui, je suis pas d'accord. Je fais pas l'entraînement avec lui. Voilà. Donc, ils peuvent aussi dire avec telle personne ça passe, avec telle personne ça passe pas, quoi. Voilà. On a Dorothée qui dit que son chien s'est plaint des cours collectifs. Ah oui, Apparemment, il disait qu'il ah oui, n'apprenait oui. plus rien.
Oui, voilà. Il y en a qui disent qu'ils apprennent plus rien. Il y a d'autres chiens qui disent aussi, oui, il y en a qui comprennent moins vite, qui sont lents. Ils m'énervent, hein. Je vais aller mettre de l'ordre là-dedans. Moi, j'en peux plus d'attendre, quoi. Par exemple, tu vois, en OB, tout ça, le fait d'attendre son tour pour passer. Moi, j'ai des chiens qui disent, moi, je veux pas attendre. Non, je fais mon truc, mais je dois regarder tous les autres qui en plus réussissent pas, et moi je dois attendre. Non, non, je veux pas attendre. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au lieu d'attendre bêtement comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec la personne? Est-ce qu'elle fait une détente avec son chien? Est-ce qu'elle va ailleurs? Voilà, qu'est-ce qu'on propose au chien plutôt que soit d'attendre, que c'est pas parce que l'humain il a envie de regarder les performances des autres que le chien il a envie de regarder la performance des autres. Il dit en plus ils n'y arrivent pas, donc et puis moi je passe après, tu vois, des classes 3 par exemple qui doivent attendre les classes 1, les classes 2 qui doivent attendre tout le monde, disent en plus ils n'y arrivent pas, puis moi je suis là comme ça, j'en peux plus, quoi. Je veux pas attendre, quoi. Tu vois, c'est pas, ils ont envie de sortir au moment où on va leur faire ça, d'avoir eu la détente avant, mais pas devoir se taper tous les classes 1 et les classes 2. Tu vois, on l'entend, tu vois, dans le sport, tu vois. Et puis, c'est des choses assez rigolotes. J'avais eu dans un club canin. Donc, on était au club. Et donc, il y avait les hommes qui faisaient le ring, il y avait les gens qui faisaient de l'agility et tout ça. Et là, moi, j'étais avec une dame qui avait un berger australien. Et son berger australien commence à dire moi, je ne veux pas qu'on fasse croire qu'on va en promenade. Et puis, en fait, on va chez un monsieur. Et en fait, à un moment donné, tout le monde s'était arrêté de parler et tout parce que il expliquait que la dame, elle avait un amant et qui servait de prétexte pour les promenades. Mais moi, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de raconter, quoi. Puis en fait, je disais, ben, la dame, elle me dit non, 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 non. Je dis, bah, si, écoutez, vous allez là, vous tournez à droite, vous allez à gauche, à 500 mètres. Là, vous rentrez là, le hall de l'immeuble, il est comme ça. Là, c'est au premier étage. Et là, il y a un monsieur. Non, 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 non. Je dis, bah, si, 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 votre chien insiste. Et d'un seul coup, c'est le responsable du club qui est venu me dire, Lucille, arrête. Parce qu'il n'y a plus personne parlait, hein. Et donc, il est venu me dire, Lucille, arrête. Moi, je regardais, il me dit arrête, 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 arrête la communication animale, laisse la dame, elle te dit que c'est non, voilà. Et après, et après, il me dit mais en fait, c'est exactement ça, c'est l'appartement de son amant, c'est son amant que tu as décrit là. Et en fait, c'est un mec du club, elle a trompé son mari avec un mec du club, ça a fait un patatras ici. Et toi, tu étais en train de parler de ça. Voilà. Et donc, bon, ok, donc elle part et tout. Puis, tu vois, ça avait été très, très gag et tout. Donc, le responsable du club, il dit, bon, allez, qui fait la prochaine communication animale, tu vois. Bon, j'avais le planning, mais en même temps, tu vois, fallait détendre un petit peu. Puis, les ringers, tu vois, ils sont pas trop communication animale. J'ai des clients ringers, mais ils sont pas trop, tu vois. Et donc, le responsable du club, il se tourne vers les ringers, puis il dit, bon, bah alors, vous allez vous y mettre à la communication animale après ce que vous avez vu. Et le mec, il dit, ah non, 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 vu ce que le chien, il vient de raconter, jamais. Je dis, oh, ouais. Tu vois, Ah, il y a Annie qui demande ce que c'est des ringers. du ring, les gens qui font du ring, les ringers, Euh, les chiens d'attaque, ouais, c'est du mordant. c'est le mordant. Oui, oui, c'est les chiens au mordant, c'est du ring. C'est une très belle discipline, hein, le ring, le RCI, voilà, c'est principalement des Malinois, des bergers allemands. Oui, oui. Donc, c'est une mentalité un peu, oui, quelquefois un peu gros bras, quoi. Quand même, faut le dire, hein, voilà. Après, moi, j'en ai au niveau national, international, voilà. Mais et donc là, non, 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 avec ce que le chien vient de raconter, je ne ferai jamais de communication animale. Tu vois. Donc, on a quelquefois voilà, des, des surprises en communication animale, hein, où on ne comprend pas vraiment. Enfin, si on comprend ce que le chien dit, mais on ne comprend pas l'enjeu
tu vois, de ce qui se cache. Parce qu'ils sont cash, quoi, puis ils insistent. Donc, on a des choses qui peuvent un peu surprendre, quoi. Moi, on avait découvert avec une communication pour Alaska que j'avais une fissure dans ma cheminée. Ah, oui, Ouais. et donc, Il y avait vraiment une fissure dans ma cheminée. ah oui, oui, oui. Ça, Ouais. là, tu abordes quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que dans les communications animales, ils parlent de l'environnement, mais ils sont euh, très connectés. Donc, s'il y a une fissure, s'il y a de l'eau, s'il y a un petit peu si ça fait un petit peu gling-gling, s'il y a un petit peu de fumée qui passe, s'ils sentent que le plafond crisse un peu, qu'il y a une tuile qui bouge, qu'il y a un Velux qui ne ferme pas bien, qu'il y a une fuite à la gouttière, enfin, qu'il y a un bruit au poêle ou à un radiateur. Allez, ils sont très sensibles à ça, un bruit au frigo congélateur. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut leur trouver des lieux où ils peuvent être bien pour dormir. Nous non plus, on ne va pas dormir avec la tête près du frigo, quoi. Voilà, ça vibre, voilà, on va pas non plus dormir dans la pièce à côté de la machine à laver qu'on met en route à 22 heures. Voilà, bah c'est la même chose. Donc, prendre soin d'eux, c'est aussi toujours se dire, tiens, moi, si je devais dormir, je dormirais où dans telle pièce, dans quelle pièce. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, eux, comme pièce qui au niveau de leur chambre, j'ai envie de dire, leur soit quelque chose d'agréable dans la maison ou dans le garage ou dans le chenil, mais ça doit être réfléchi comme un cocon, comme un endroit où on est bien. Et je trouve que ça, voilà, est-ce qu'on réfléchit toujours en se disant qu'il faut qu'ils passent une bonne nuit? Voilà. En sachant qu'ils sont hypersensibles des oreilles, de l'odorat, de tout, quoi. Plus que nous, c'est sûr. Il y a Annick qui dit: et des chiens mordants, est-ce qu'ils sont équilibrés? Bah, pourquoi ils n'y seraient pas? C'est quoi le... Là, je vais juste donner mon expérience. Alors, j'ai déjà croisé la route d'un chien qui faisait du mordant, parce que j'en côtoie pas beaucoup. Et c'est vrai que ce chien-là, il était pas bien. Il était en hypervigilance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on faisait tomber quelque chose par terre, tout de suite sur la défensive. Et vraiment un regard, pas un regard de chien bien, un regard vraiment de chien complètement matrixé, au taquet, sur la défensive, prêt à tout dégommer en fait. Et c'est pour ça que ça m'a mis quand même un petit recul sur cette pratique et c'est vrai que j'ai un peu de mal. Après, j'ai croisé que lui, donc c'est sûr que j'ai pas un avis. Oui, non, ça, c'est pas lié au mordant qui soit comme ça, hein. Tous les chiens peuvent être comme ça. Tu peux avoir un chien de troupeau qui soit comme ça. Ils sont beaucoup à regarder. Tu peux avoir un chien en obé qui soit comme ça, à beaucoup fixé, beaucoup regardé. Enfin, pourquoi ils ne seraient pas équilibrés Bah là, euh, Oui, c'était celui-là, c'est pour un tombé sur celui-là. Mais tu vois, on ne peut pas partir d'un cas et en faire une généralité. Et après, chaque chien a sa personnalité, quoi, tu vois. Chaque chien vraiment a sa personnalité. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et puis, faut pas confondre le mordant sportif et le mordant professionnel, déjà, puis les différents types de mordants professionnels. Et puis après, cette belle discipline aussi qu'est le RCI. Hein, ça, c'est vraiment une discipline le complète. quoi? Le RCI, donc il y a du ring, mais il y a aussi une forme d'OB. Enfin, voilà, allez, c'est vraiment le RCI, c'est beaucoup plus que du ring, quoi. Tu vois, c'est vraiment une discipline complète. Voilà. Va voir sur Internet et tout. Voilà. Voilà. Et donc, je pense qu'après, c'est comme pour tout, hein, chaque chien est différent, mais on ne voit pas pourquoi il serait pas équilibré. Hein. Alors, Dorothée OB, je pense, pour obéissance. Et il y a Oui. Marina qui demande, y a-t-il des cas particuliers pour faire de la communication animale? Ah oui, oui, oui. C'est, comment je dirais,
quand on est allé voir le vétérinaire, quand on est allé voir l'ostéopathe, quand on est allé voir l'éducateur, enfin voilà, quand on a fait un peu le tour de tout le monde et qu'il y a quelque chose au niveau comportement qu'on ne comprend pas. Voilà. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça. Et en fait, le chien, il disait qu'il était sourd d'une oreille. Donc évidemment, d'un côté, ça allait bien, et de l'autre côté, il continuait d'être réactif, d'avoir un petit peu peur. Pourtant, il avait été désensibilisé. Voilà. Ce qui avait été vu par le vétérinaire, tout était bon, mais il fallait vraiment chercher quelque chose, aller plus loin, faire vraiment des tests sur les oreilles. Et ça a été fait, et effectivement, il avait une surdité. Donc automatiquement, après, quand on peut faire attention à cette surdité d'un côté, être attentif à ça, bien le prévenir, voilà, et c'est vraiment un amour de loulou. Voilà, le promener d'un certain côté pour que justement son oreille, elle soit protégée par le maître. Parce qu'évidemment, s'il a l'oreille qui entend du côté du maître et l'oreille sourde du côté de l'environnement, évidemment, il n'est pas bien, il est réactif à 1000%. Voilà. Donc là, on va devoir avoir comment je dirais, des adaptations par rapport à un handicap, et on devient un peu le chien du chien sourd. Hein, voilà. Mais donc des grosses problématiques de comportement comme ça. Et puis après, comment je dirais, quand un chien il a un bon suivi vétérinaire et puis que la pathologie revient tout le temps. La pathologie se soigne pas. Normalement, ça doit se passer, ça se passe pas. Enfin, des choses un petit peu inexplicables. Hein. De toute façon, on a déjà eu des cas, Laurine, avec ton cabinet aussi, des choses, voilà, on ne sait pas trop le pourquoi. Le chien, il veut plus prendre ses médicaments, mais plus du tout. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a comment je dirais, un effet secondaire du médicament que vraiment il ne supporte pas, il va donc expliquer pourquoi il ne veut plus prendre ce médicament. Et du coup, ça permet au vétérinaire peut-être de changer de classe de médicaments, de mieux adapter le traitement. Vous voyez, c'est tout là. Là, on a vraiment la place de la communication animale parce que c'est trouver c'est pas une explication, mais une piste supplémentaire. Quelquefois, c'est quelque chose à la maison. Ils vont changer de comportement parce que justement, il y a de la fumée toxique, parce qu'il y a une cheminée qui marche pas. Parce que j'ai eu, tu vois, c'était un chat, mais c'est un peu la même chose. J'ai eu un chat qui s'est mis, donc pas de problème vétérinaire, pas de problème de caisse, enfin bon, rien de changé dans la maison, qui s'est mis à faire pipi sur le lit d'une petite fille entre 8 et 10 ans. Et donc, bien sûr, la famille a fermé la porte, la petite fille n'a plus pu sortir, plus dormir avec le chat et tout ça. Enfin, c'est quand même une catastrophe, les pipis comme ça sur le lit. Et en fait, le chat disait que la petite fille faisait des cauchemars parce qu'elle était harcelée à l'école. Et donc, le seul moyen qu'il avait trouvé, c'était quand il sentait qu'elle partait en cauchemar, il faisait un pipi. Comme ça, la fillette se réveillait d'un seul coup et elle appelait sa maman. Donc, c'était un acte d'amour. Voilà. Et là, tu vois, on a toute l'ampleur de la communication animale, parce qu'ils peuvent tout à fait changer de comportement, parce qu'ils sentent que quelqu'un va tomber malade ou est malade dans la famille, puis ils s'inquiètent parce qu'ils trouvent que la personne ne se soigne pas. Donc, du coup, il se passe quelque chose. Voilà. Ou parce qu'il y a un animal décédé qui revient aussi dans la maison. Donc, du coup, l'animal vivant se sent pas très bien. Il y a l'animal décédé qui revient. Donc, du coup, des gros changements de comportement, de tout détruire, par exemple, alors que c'est un chien qui ne détruit pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est des questions qu'on peut se poser. Un déménagement qui se passe mal, tu vois. Moi, j'ai eu dernièrement un chien, donc il vivait dans un appartement, et là, ils avaient déménagé dans une copropriété où il y avait beaucoup plus de place. Voilà. Et en fait, le chien, ce qu'il disait, c'était que l'appartement était très, très, très clair. Et lui, ce qu'il voulait, c'était que le couloir soit lui, parce que c'était foncé et il se sentait protégé. Donc, en gros, il voulait dormir dans le couloir, mais dans le couloir de la copropriété.
Et donc, il n'était pas bien, il aboyait pour… Enfin bon, voilà. Donc, lui faire comprendre que ça, pour le coup, ça ne faisait pas partie de l'appartement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ait un coin plus sombre, ça tombait bien, c'était un duplex, comment on peut lui aménager le dessous d'escalier. Il était fin content et du jour au lendemain, il a pu aboyer. J'ai eu un message là, de la famille qui me dit, écoutez, il aboie plus du tout va bien, voilà, c'est rentré dans l'ordre. Là, on a même des voisins qui sont… Parce que là, ils râlaient quand même, hein, les voisins. Pourtant, ils étaient arrivés depuis 15 jours, mais c'était quand même chaud. Et là, les voisins sont même venus demander s'il n'était rien arrivé au chien. Tellement ils l'entendent plus. Tu vois, parce qu'il a, dans le nouvel appartement, il a enfin trouvé son petit espace à lui où il ne fait pas trop clair. Il a son dessous d'escalier, il a son petit couloir, son petit chez lui. Tu vois, je trouve ça, là, on a vraiment la place pour la communication animale. La communication animale, elle a sa place. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il ne faut pas lui faire prendre ni la place des soignants, ni la place des éducateurs, ni surtout la place du bon sens quotidien, qui est d'observer notre chien, de ne pas faire d'énormes promenades à un petit, de ne pas faire d'énormes promenades à un vieux, voilà, de ne pas les mettre en danger quand il y a la canicule. Voilà, c'est tout le bon sens à côté. Ouais. Tu vois. Alors, on a Cécile qui dit « Et regardez le comportement des uns vis-à-vis des autres. On a des pistes sur la maladie ou le mal-être d'un de leurs humains ou des animaux de la maison. » Oui, c'est ce que… Oui. Oui. Mais vous pouvez déjà les observer. On s'aperçoit que voilà, quand quelqu'un est malade, qu'il y a de la fièvre, le chien est extrêmement pot de colle, le chien vient, enfin, voilà, ils sont attentionnés, ils sont tellement boules d'amour que, évidemment, quand on demande une communication animale, le chien va en plus en profiter pour en parler. Mais j'ai envie de dire, on voit déjà qu'il y a quelque chose, quoi. Hein, déjà, en les observant naturellement, on se rend compte qu'il y a quelque chose et qu'ils nous préviennent ils ont des cinq sens hyper développés, voilà, donc automatiquement, ils nous préviennent de choses où l'humain n'a pas encore perçu, n'a pas encore senti, n'a pas… C'est aussi pour ça qu'il faut veiller à leur donner du confort olfactif, du confort auditif. C'est très bruyant, l'humain. Le contexte humain est extrêmement bruyant. Ouais, c'est tout ça, quoi, qu'on peut oublier, hein, de temps en temps. Ouais. Voilà, les Wi-Fi, les bruits de frigo, les bruits de machine à laver, c'est très, très, très bruyant. Donc là, si en plus il y a une fiesta ou tout ça, allez, qu'est-ce qu'elles prennent, quoi, les oreilles du chien. Voilà, plus on prend soin d'eux, en fait. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde en même temps. Après, communication animale, des fois, ça peut être intéressant, même si pas de grosses problématiques, des fois, c'est intéressant aussi de… Oui, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour que de demander, voilà, que de demander comment son animal y va. Voilà, on le découvre toujours, c'est un acte d'amour, savoir s'il est heureux, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son quotidien. Moi, j'ai beaucoup de demandes comme ça. Bien sûr que j'ai beaucoup de demandes qui peuvent m'être envoyées par vétérinaire, ostéopathe, tout ça, à peu près 50%, et l'autre par le bouche à oreille, mais heureusement, je n'ai pas que des communications animales liées à des problèmes. J'ai beaucoup de communications animales liées à un acte d'amour, quoi. Comment va-t-il? Comment je peux faire pour aimer mieux? C'est très émouvant quand on a des communications animales comme ça, comment je peux aimer mieux? Je trouve c'est que du bonheur, quoi. C'est de voir cette ouverture de cœur de l'humain qui est prêt à se remettre en cause. Bon, je pense qu'on fait pas mal de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux ou différent? Voilà. Est-ce que c'est dans la nourriture, la place du couchage, comment il aime la voiture, quand on est en vacances, il est gardé par ma belle-mère, est-ce que ça va? Voilà. C'est rempli, oui, c'est rempli d'amour, hein, la communication animale quand elle est demandée comme ça, bien sûr.
Et alors, autre question, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un propriétaire, perde son animal et qu'il demande une communication? Alors, qu'est-ce que tu entends par perdre? Oui, perdre dans le sens, l'animal s'est sauvé en balade ou il s'est perdu? Oui, alors je fais pas les animaux perdus, D'accord. je fais pas. Ça bouge de point Heu, tout le temps? pardon? Parce que ça bouge de point tout le temps, c'est pas fixe? Pas seulement, c'est lié à la pression de l'humain. D'accord, Ah oui, 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 c'est personnellement, c'est ingérable, quoi. ouais. C'est ingérable, tu vois? Parce qu'en fait, l'humain, en résumé, il te laisse pas bosser, quoi. Il est tellement dans ses angoisses qu'il te laisse pas travailler. Donc c'est tout simplement pas possible, quoi. D'accord. Tu vois? Voilà. Et puis après, il y a une demande de résultat, sauf que quand tu es perdu, tu sais pas où tu es. C'est le principe d'être perdu quand même, hein. Voilà, ils ont pas le GPS en disant, «Je suis perdu, mais tout compte fait, Google Maps me dit que». Non, hein? Donc si tu veux, il y a tout ça et puis après on ne sait pas combien, de temps ça va prendre non plus pour retrouver. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question de la facturation. Parce que pour le coup, il faut être vraiment disponible. Plus c'est vite après que l'animal soit perdu, plus on a quand même de chances de le retrouver. Donc, il faut quand même être disponible. Moi, j'ai un planning quand même très chargé. On peut pas. Si, tu vois, pour les vétérinaires et les urgences comme ça, je vais être disponible, mais pour les animaux perdus, il ne s'agit pas de me claquer des doigts et puis que j'ai tout mon planning de CA qui saute ou de shiatsu qui saute. C'est pas possible, tu vois. C'est pas. Voilà. Et puis, donc, comment on facture? Parce que ça peut prendre du temps. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme une mauvaise voyante. Au bout de 45 minutes, tu vois, donc à 43 minutes, on commence à faire traîner le truc en disant 45 minutes, il faut remettre la carte bleue. Déontologiquement, c'est. Oui, 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 parce que si tu veux, euh, euh, c'est comme les vétérinaires, c'est comme les professionnels de santé, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat, ce qui est Alors, logique, mmh. hein, tu vois, comme les vétérinaires ou les soignants. Il y a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Euh, le fait qu'on n'ait pas d'obligation de résultat, c'est pas forcément bien vu de la personne, hein, tu vois, dans le cas de l'animal perdu. Donc, si tu veux, au niveau après des avis, de la réputation, tout ça, c'est malheureux à dire, mais c'est beaucoup d'embêtement pour. Moi, je fais pas, quoi, tu vois, il y a trop de problèmes. Après, j'ai fait et je continue de faire, et je le dis, pour des professionnels, parce qu'eux, il y a le recul. Donc, du coup, on ne m'embête pas pendant la communication animale, mais ça va être, par exemple, pour des animaux très particuliers. Dernièrement, j'ai travaillé pour un aigle, sur un aigle en période d'affêtage, donc c'est dangereux parce que il ne s'est pas encore bien chassé ni quoi que ce soit, il ne faudrait pas qu'il meure de faim, quoi, le loulou. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé pour un serpent aussi qui s'était perdu. Tu vois, donc je peux faire certaines choses pour des professionnels, mais après, non, parce que de toute façon, si vous voulez, si tu veux, c'est trop compliqué. Puis moi, j'ai pas les dispos. Oui, J'ai c'est pas ça. les, j'ai pas les dispos pour ça. Pour le Et je me vent. suis pas organisée pour avoir ces dispos-là. Parce que tu vois, on a les dispos qu'on met en place, comme dit l'autre, hein, notre planning, c'est nous qui le faisons. Moi, je me suis pas organisée pour avoir ces dispos-là. D'accord. Tu vois, je me suis organisée pour avoir des places d'urgence pour les vétérinaires et les ostéopathes. Ah, c'est bon à Tu vois. savoir, les places d'urgence. Et du coup, à quel moment on considère qu'une communication doit passer en communication d'urgence? Bah, parce que si tu veux, soit c'est le vétérinaire ou l'ostéopathe qui m'appelle ou l'assistante vétérinaire qui m'appelle. Voilà. Ou je vais recevoir un message en me disant, bah voilà, le chien est hospitalisé, je viens de la part de tel vétérinaire, voilà, et il y a eu l'échographie et on ne trouve pas. Bon, ok. Oui, Ouais, c'est par rapport aux professionnels. Ok. oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est pas, ça peut pas être des particuliers, si tu veux, parce que les particuliers, c'est quelquefois on a des urgences un petit peu bizarres, quoi. J'ai besoin d'une communication animale urgente, je déménage samedi. Oui, enfin, on le sait peut-être depuis avant samedi qu'on déménage, quoi.
Tu vois? Bon, je suis bien d'accord, hein, il y a certains cas où on le sait qu'au dernier moment, mais non, ça pour moi, ça fait pas partie des urgences, tu vois? Hein. Surtout que c'est à la personne de prévenir, son chien qui déménage, de visiter le nouveau lieu. Enfin, tu vois, il y a 10-15 ans, la communication animale était quand même moins connue qu'aujourd'hui et c'est à croire qu'il y a 10-15 ans, on ne déménageait pas. Si, comment qu'on faisait, tu vois? Donc ça, c'est du bon sens, tu vois? Ça, c'est du bon sens. D'accord. Bon, est-ce qu'ils ont fini leurs petites questions? Il n'y a plus rien. Personne n'a rien à dire? Des petites C'est super, questions? c'est bien. Merci pour les questions déjà. On dirait qu'il est plus calme, hein, ton loulou là. Non, mais c'est parce je crois qu'il est parti dormir dans une des chambres. Ou faire des bêtises. Attention, un Non, non, cétère qu'on n'entend pas, je crois que c'est un cétère à bêtises. non, non, je vois son bout de patte, mais il a le droit au canapé. Le canapé. Ah, Alors, bah, du coup, je crois qu'il est étalé plutôt sur l'an. ah, c'est super. Mon ami aujourd'hui. Il profite. Ouais, il est cool ce petit loulou. Oui, oui. Il va bientôt aller. Il est quelle heure? Ouais, je vais pas tarder parce que je vais aller Oui, m'occuper. voilà, je pense que c'est un beau live, hein, que vous pourrez retrouver. Ah, ah, si, on a une question. Alors, quand décider si on doit castrer ou pas son chien? Bah, aucune idée, figurez-vous. Ben, quand est-ce qu'on doit castrer? Pour moi, c'est s'il y a un souci, par exemple, bah, déjà en premier temps, c'est s'il y a une femelle à la maison et que c'est un peu compliqué, ou alors après des petits soucis comportementaux, un petit peu trop le Bah, kéké. les Si c'est un gros, petit peu trop compliqué à gérer, ou alors avec les marquages, etc. Après, je pense les problèmes de santé, tu vois, les premières choses, c'est les problèmes de santé. Mais après, pour moi, les hormones, etc., par rapport à la je prostate, sais, ça peut être intéressant aussi de castrer pour ce sujet-là. Enfin, il y a plein de raisons qui font que c'est intéressant de castrer, mais il y a aussi plein d'autres raisons qui font que c'est intéressant de ne pas forcément castrer. voilà, tout à fait. Ça dépend des avis. Voilà. Après, c'est pas parce qu'ils sont pas castrés qu'ils doivent obligatoirement se reproduire. Moi, j'ai toujours eu Ah des oui. animaux non castrés. Et comme dit l'autre, ça continuera. Parce que là, je comptais pas forcément la stériliser, c'est parce que bah, elle a eu pas mal de soucis, des grossesses nerveuses et compagnie. Voilà, Donc, c'est ça. Voilà, c'était c'est ça. J'ai eu la pour la chance qu'il n'y ait pas soulager, de problème de santé majeur lié à ça, parce qu'autrement, bien évidemment, j'aurais fait, quoi. Mais voilà. moi, je dis, allez, principale raison, oui, moi, je dirais que c'est plutôt pour éviter ouais, les maladies. De toute façon, je dirais plus pour ça. Oui, Après, voilà, parce que de toute façon, il y a quand même des inconvénients à la castration, hein. On le voit quand même sur le poil, sur la mue, sur des choses comme ça. Il y a quand même comment je dirais, des, des- 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 comment je dirais, des effets secondaires, hein, à la castration, hein. Donc, ah, on a Christine qui dit famille d'accueil on dit chien. Est-ce bien d'expliquer au chien qu'il va nous quitter pour la fin de formation? Est-ce que ça bien les aide sûr, au changement? pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas lui expliquer? Bah, C'est d'ailleurs, sûr. ça me fait penser à Socrate, là, le petit handi-chien qui a été réformé et que Christine connaît d'ailleurs. Et lui, là, il est dans une passe un peu compliquée parce que il trouve pas de famille. Et en fait, c'est quand il est seul, il fait pas mal de bêtises. Et même quand on est là, en fait, pour attirer l'attention. Et apparemment, ce serait lié au fait, bah, quand il était en formation, il a changé de famille tous les week-ends. Oh là Et là. ça l'a beaucoup déréglé. Et c'est vrai que c'est pas évident et là il cherche une famille et ben, du coup on ne trouve pas. Pourtant c'est un chien génial, c'est un amour de chien. Mais si je pouvais, je l'aurais récupéré.
Mais malheureusement, je ne peux pas lui offrir ce qu'il a besoin et on veut trouver une famille correcte. Mais c'est vrai que c'est pas évident de placer un labrador de 38 kilos de 2 ans qui a été réformé, qui est un peu foufou et qui est destructeur quand il est seul. Il n'y a pas fou. Oui, voilà, il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que allez, les chiens d'usage comme ça, allez, pour moi, là, tu vois, pour le coup, il y a quelquefois plus de dégâts que les rigueurs. Hein. Un bilan est à faire pour Socrate. Bah oui, je veux bien. Bah oui, bah oui. Par contre, on va peut-être arrêter le live, tu Ouais. vois. On va peut-être arrêter parce que là, on est quand même là depuis 19h30, tu vois. Je pense que on s'était donné 2 heures. Donc là, je propose que l'on arrête. À ce moment-là. Oui, 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 il faut vraiment leur parler aux chiens. Je pense que, voilà, moi, si je dois terminer sur quelque chose, c'est il faut parler aux animaux, il faut leur expliquer, il faut leur dire les choses, il ne faut pas leur, leur cacher des choses, il ne faut pas mettre en place des tabous. Ils s'inquiètent pour les humains, ils comprennent parfaitement ce qui se passe. Il faut vraiment les informer. Voilà, c'est un membre de la famille à part entière, donc il faut leur dire les choses et en même temps ne pas les gagatiser. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un enfant. On a vraiment affaire à un adulte et donc faut lui parler comme un adulte, hein, aussi bien de nos craintes, de sa santé, de nos déménagements, voilà, de nos changements familiaux, de nos promenades, de nos vacances. Enfin voilà, on peut les impliquer et leur raconter aussi des choses et c'est important. Voilà. Et pareil, hein, voilà, quand ils sont vieillissants, leur expliquer aussi, hein, voilà, tout ce qu'on met en place pour eux avec amour. Voilà. On clôture comme ça, Laurine? Ah oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, je n'ai rien à rajouter. Merci tout le monde. Bon. Bon, Et puis, on se retrouve pour... très stressée. Et puis, on se retrouve... moi, je suis bientôt sur la Côte d'Opale. Donc, si vous avez besoin de rendez-vous, je suis dans les 3 Tom Co. Hein. Vous retrouverez ça sur ma page. Voilà, je serai aussi avec vous à la conférence de Boulogne. Ah oui, Voilà. la conférence, elle est avant. Oui, la conférence est avant. Oui, 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 elle est le 15 avril, hein, je crois. Oui, oui, c'est ça, à Boulogne. Et puis donc voir s'il y a encore des places avec Laurine, hein, parce que c'est pas moi. Voilà, donc c'est plein, visiblement. Et puis voilà, et puis je suis là aussi le 6 mai. Et puis si vous avez besoin de rendez-vous de shiatsu, de communication animale, je suis le mardi, donc 11, 12, 13 avril, la mardi, mercredi, jeudi, je commence par Boulogne, ensuite je fais Calais et Dunkerque. Donc j'ai aussi là 3-4 jours dans votre joli coin en bord de mer. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci pour votre participation. Et puis gardez bien vos questions. On en reparle pour ceux qui seront présents le 15 avril. Faites votre liste. On va arriver avec une liste. Oh, j'espère. Non, merci bien tout le monde et puis bonne soirée. Bonne soirée. Salut.